Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour. Et encore merci d'accepter tous ces rendez-vous à la disposition de la population. Aujourd'hui, un thème, les animaux dangereux. Est-ce que déjà, il y a une appellation particulière d'un point de vue juridique? C'est qu'il y a une législation particulière pour les animaux, dangereux ou pas dangereux d'ailleurs, mais enfin plus particulière pour les animaux dangereux, et elle est différente selon qu'il s'agit d'animaux sauvages ou d'animaux domestiques. Et il est différente aussi s'il s'agit d'une législation qui a tendance à protéger les animaux ou à protéger les hommes de l'agression des animaux, notamment des animaux dangereux. D'accord. D'accord. Donc en fait, le dangereux peut aussi bien venir des animaux que des hommes, nous verrons aussi dans le cours de cette émission. Alors, dans votre carrière, est-ce que vous avez eu des cas, que ce soit en Guadeloupe, dans les autres îles, les autres régions de France, que vous avez agi comme homme de justice? Est-ce que vous avez un exemple à nous citer? Si vous voulez, les exemples les plus fréquents qu'on a, c'est quand même le problème de la divagation des chiens dangereux, des chiens qui attaquent les personnes dans la rue. C'est vraiment un problème qui est très prégnant, qu'on connaît bien en Guadeloupe, mais la Guadeloupe, c'est pas une spécificité, je veux dire, à la Guadeloupe. Et puis il y a aussi la question de la divagation d'autres animaux. Alors des animaux qui sont soit dangereux en eux-mêmes, je pense notamment aux animaux de cirque qui peuvent s'évader, ou aux animaux dangereux, un peu exotiques, qui peuvent comme ça s'échapper ou se retrouver dans diverses tuyauteries. Mais ça peut être aussi des animaux d'élevage qui se trouvent en divagation, et on connaît bien ça en Guadeloupe aussi. Combien de bœufs se sont trouvés percutés par des voitures sur la route parce que simplement ils n'étaient pas attachés ou mal surveillés. Donc par rapport au contexte, se révèle être dangereux. D'accord, effectivement, un bœuf attaché sur le bord de la route et que la chaîne s'en va, ou dans des virages étroits que l'on connaît aux Antilles, et bien un bœuf trop près attaché de la route, n'ayant peut-être pas conscience avant le premier choc de ce que peut représenter sa tête. Voilà, et effectivement, nous reviendrons sur ces quatre. Alors déjà, quelques types de sanctions, classification de sanctions au niveau des auteurs ou des victimes. Qu'est-ce que l'on doit comprendre? Quelle hiérarchie que l'on peut faire déjà? Si vous voulez, on va commencer, si vous voulez, par les animaux dangereux dont on a la responsabilité. Voilà. Et parmi ces animaux dangereux, il y en a qui sont particulièrement, dans la détention est particulièrement réglementée. Le principe de la détention. Voilà. Ce sont les chiens susceptibles d'être dangereux. C'est ce que dit la loi. Elle les appelle comme ça. En fait, c'est les chiens dits de première et de seconde catégorie, puisqu'ils sont classifiés par catégorie. La première catégorie, c'est les chiens d'attaque, qui sont dressés ou mordants, qui sont dressés pour attaquer les personnes, qui sont des armes en fait. En réalité, ce sont des armes. Et puis il y a la deuxième catégorie, ce sont des chiens de défense, de garde ou de défense, dit-on. Donc eux aussi, ils sont susceptibles bien sûr d'être agressifs, mais ils sont dressés pour empêcher que le maître ou que la propriété du maître puisse être agressée. Voilà. Eh bien, pour ces deux types de chiens, qui sont des chiens réellement dangereux, il y a des conditions très précises pour leur détention, des conditions très précises pour leur entretien et leur surveillance, des conditions très précises pour les autoriser ou pas les autoriser à pouvoir se promener sur la voie publique. D'accord. Alors déjà, bornons-nous à ces deux cas pour avoir une bonne visibilité. Vous dites chien dressé pour attaquer et chien censé être de défense. Mais est-ce que n'importe quel chien, justement, ne peut pas aussi appartenir à cette première classe qui est dressé pour attaquer? Oui, on peut dresser n'importe quel chien pour attaquer et n'importe quel chien pour se défendre. Donc il intègre cette première catégorie. Objectivement, quand c'est un Rottweiler, c'est quand même pas tout à fait la même dangerosité que quand c'est un Teckel. Voilà. Donc la loi classifie certains types de chiens dans ces premières et secondes catégories, et elle les différencie première ou seconde catégorie selon leur dressage. C'est les mêmes chiens, mais selon le dressage, ils sont en première ou en seconde catégorie. Très précisément, la première catégorie, c'est les chiens pour attaquer, sont interdits en France aujourd'hui depuis maintenant quelques années. C'est-à-dire que ceux qui les possédaient déjà avant la loi qui est passée il y a quelques années peuvent les garder, mais ils doivent les garder dans des conditions excessivement précises. Ils doivent les faire stériliser parce qu'il n'est pas question qu'ils se reproduisent. Et ils ne peuvent les conserver et les faire se promener que s'il y a eu un contrôle vétérinaire, s'ils se trouvent évidemment avec une muselière, s'ils sont véritablement très très encadrés. Pour les secondes catégories, il y a aussi des conditions tout à fait précises, un petit peu moins rigides, et ceux-là, on peut par contre les vendre ou les acquérir. D'accord. Alors, donnons quelques noms de, je ne dirais pas de marque, mais de type de chien de défense.
Ben, dans les chiens d'attaque ou de défense, je vous dis, c'est les mêmes espèces. Donc c'est ceux qu'on connaît sous le nom générique de pitbull, c'est des rottweiler, ce sont des chiens qui ont... Le berger allemand, par exemple, est classé où? Non, le berger allemand ne fait pas partie de ces chiens-là. Aucune classe. Mais il est susceptible d'être dangereux quand il est dressé pour ça. D'accord. Mais a priori, si vous voulez, c'est pas un chien d'attaque ou de défense spécifiquement visé par la loi. Alors justement, tout de suite, par rapport à des catégories de chiens dont on a eu beaucoup de cas, presque à la rigueur nés pour tuer, j'appellerais même ça, je me permettrai d'appeler ça des tueurs d'hommes, que dit la loi exactement? Mais si c'est ça, ce sont des chiens d'attaque. Donc la loi dit... Donc citons un nom ou deux, par exemple, de chiens nés pour tuer. Ben, c'est ça. Donc c'est les rottweiler. J'ai une petite liste là, si vous le voulez, d'espèces. Donc des Staffordshire terriers, des American Staffordshire, des Mastiffs, qu'on appelle encore des Boer Bulls, ou des chiens de race Tosa. Voilà. Eh bien, ces 4 ou 5 races-là, a priori, quand ils sont dressés pour l'attaque, sont des chiens dits de première catégorie. C'est un vétérinaire qui donne la catégorie, qui détermine la catégorie. Déjà passé par un vétérinaire. Tout à fait. Il y a une procédure très précise pour établir la catégorie à laquelle appartient le chien. Est-ce qu'il y a une catégorie de chiens dressés ou pas qu'il est interdit de posséder en France? Oui, ce sont ceux-là, c'est les chiens de première catégorie. On ne peut pas ni les acquérir, ni les donner, ni les faire se reproduire, ni les importer. Les seuls qui ont le droit de subsister, c'est ceux qui étaient nés avant la loi, c'est une loi de 2001, qui étaient nés avant 2001, et ceux-là, en plus, doivent être stérilisés. Alors, je vais partir du principe que je ne comprends pas tout ce que vous dites. Les chiens, par exemple, j'ai une image en tête, si je ne m'y connais pas au niveau de noms de chiens, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui les noms ne leur parlent pas spécialement, les chiens qui ont l'air courts, assez baraqués, et qu'on a tendance à voir au journal télé, comme quoi ce sont ces chiens qui agressent même les petits-enfants, etc. C'est ça. Ça, c'est quel nom, ces chiens-là? Eh bien, c'est ça, ce sont les pitbulls, on va dire de manière générique. Donc, vous dites qu'aujourd'hui, en France, un pitbull, actuellement, on n'a pas le droit d'en acquérir, acheter ou offert. Un pitbull qui est classé chien d'attaque. Donc, parce qu'il y a des pitbulls qui sont classés chiens de garde ou de défense. Cela à certaines conditions, et par exemple, à condition que son propriétaire n'ait jamais été condamné à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle avec un certain nombre d'années de prison, il peut être détenu, il peut être possédé par quelqu'un, il peut être vendu. Mais s'il est dressé à l'attaque, il ne peut pas être donné, je dis donné, ou vendu. Pas encore moins acheté et encore moins importé. D'accord. Alors, parmi les pitbulls, il y a une catégorie que l'on peut posséder ou faire vendre tant qu'elle n'a pas été dressée pour tuer. Et il y a une catégorie, même sans l'avoir déjà dressée, qui est interdite en France. C'est ça, tout à fait. D'accord. Quand quelqu'un qui, en ce moment, en France, vient d'acquérir dans les 2 ans où il y a un projet, quel qu'il risque cette personne, le fait d'avoir un chien de cette catégorie, interdit en France. Il encourt 6 mois d'emprisonnement. C'est quand même pas rien, et une peine d'amende qui est de l'ordre de 15 000 €. Voilà. Pour les chiens première catégorie, et pour ne pas avoir détenu dans des conditions réglementaires, c'est-à-dire sans l'avoir déclaré, sans l'avoir fait passer devant le vétérinaire, sans être soi-même habilité, parce qu'il faut maintenant, vous le savez, quasiment un permis de porter un chien, comme un permis d'arme, voilà, un permis d'avoir une arme. Donc, quand les conditions réglementaires d'autorisation, de détention, de ce type de chien ne sont pas réunis, c'est aussi un délit et c'est sanctionné de 3 mois d'emprisonnement et aussi d'une peine d'amende relativement conséquente. Est-ce qu'aujourd'hui en France, il est obligatoire que quand on possède un animal, je ne dis pas d'aller le déclarer en préfecture, mais qu'il ait au moins une visite chez un vétérinaire? Voilà. Est-ce que c'est une obligation? Pour ces chiens-là, de seconde catégorie et première catégorie, c'est déclaration en mairie obligatoire. Et cette déclaration en mairie consiste en fait à constituer un dossier qui est très complet, je peux vous dire, même assez complexe, par rapport au chien et par rapport au propriétaire. Le chien devant être, selon le cas, vous l'avez compris, première catégorie stérilisé, seconde catégorie, il doit être évidemment soigné et suivi de manière particulière. Et le propriétaire, selon ses antécédents judiciaires, peut ou ne peut pas détenir un chien de cette catégorie-là, être autorisé à le détenir. Quelles sont les obligations de la mairie? Quand vous venez, vous dites que vous voulez déclarer votre chien. Elle a l'obligation de vous donner les éléments? Oui, c'est ça. Donc, toutes les mairies sont en possession des documents nécessaires pour la déclaration de ce type de chien-là.
c'est un dossier à remplir et il y a un certain nombre de pièces à établir, qu'elles soient de nature médicale, vétérinaire, personnelle, sur aussi les conditions de dressage. Et je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, parce que c'est toujours en train de changer. On a vu des affaires absolument dramatiques où des enfants ont été tués par des chiens de ce type-là, dans leur propre maison, par le chien de leurs propres parents. C'est quand même terrible, une affaire comme ça. Et donc, il y a un projet de loi qui a été annoncé en Conseil des ministres du 11 octobre dernier, qui prévoit que la législation soit encore plus précise, encore plus sévère, avec cette fois-là des autorisations tout à fait précises et difficiles à obtenir, hein, je le dis tout de suite, pour pouvoir être autorisé à avoir ce type de chien-là. D'accord. Cas type, je m'adresse à ma mairie pour avoir ce fameux formulaire. Oui. La mairie prétend ne plus en avoir ou ne pas en avoir en ce moment. Est-ce que je peux aller dans n'importe quelle mairie en retirer un type et venir le déposer après dans la mairie où j'habite? Ah bon, en tout cas, c'est un document national, hein, donc je pense qu'effectivement, un document qui est retiré dans une autre mairie que la sienne permet d'établir correctement le bon dossier. Mais si vraiment c'est ça la situation, il faut quand même signaler ça au service pour qu'il puisse se réapprovisionner dans ce type de document-là. Puis si jamais ce n'était pas le cas, je pense que le préfet ou le sous-préfet pour Pointe-à-Pitre et ses services sont susceptibles de pouvoir répondre aux questions qui se posent. Est-ce qu'un maire ou par son conseil municipal peut décréter que sur sa commune, il ne veut pas de chien de ce type de catégorie, de manière arbitraire? Tout à fait, c'est possible. La loi le prévoit. Elle prévoit qu'effectivement des réglementations puissent être établies. Non seulement des réglementations municipales, mais il faut toujours qu'elles soient très précises. Hein. C'est dans certains lieux, dans certains sites, etc. Mais aussi, par exemple, des règlements de copropriété. Dans un immeuble, on peut convenir ensemble, dans le cadre du règlement de copropriété, que ce type de chien sera interdit. Voilà. C'est-à-dire qu'il faudra, pour ceux qui en ont déjà, s'en débarrasser, ou pour ceux qui veulent y venir, ne plus en avoir. C'est-à-dire que, par exemple, si cette commune est une ville, donc, vous, en théorie, vous ne pouvez qu'être qu'en propriété, c'est-à-dire vous ne pouvez être dans cette ville que dans un immeuble, donc vous n'avez pas de villa ni de jardin, donc décrété par le conseil municipal que cette catégorie de chiens ne peut pas être en possession dans cette commune, parce que forcément vous êtes... Non, je pense qu'un arrêté de ce type-là ne serait pas légal, il ne serait pas légal. Mais par contre, une interdiction à l'intérieur de la commune pour certains lieux, dans certains endroits précis. Je pense par exemple, si vous voulez, mais c'est un exemple, hein, je n'ai pas d'idée très précise en tête sur un site particulier en Guadeloupe, mais certaines sorties d'école, des entrées ou des parkings de magasins, enfin là où il y a de la population qui risque d'être victime. Quand la commune vous délivre votre autorisation de possession, est-ce qu'elle a aussi obligation de vous donner un listing de lieux qu'elle estime pour sa commune interdit? En tout cas, nul n'est censé ignorer la loi, on connaît bien ce principe-là, donc normalement, celui qui détient le chien doit se renseigner pour savoir où est-ce qu'il peut le laisser aller. C'est comme les chasseurs, vous savez, les chasseurs, ils ont des chiens de chasse, mais ils savent très bien quand est-ce qu'ils ont le droit de lâcher leur chien ou de ne pas le lâcher. Parce qu'il y a une ligue. Enfin bref. Mais oui, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour ce type de chien-là, il y aura dorénavant quasiment un permis d'avoir un chien, et ce permis intègre la connaissance de la réglementation. Donc ça va vous informer, vous former, bien sûr, quitte à aller sur Internet. Tout à fait. Donc ceux qui sont autorisés à détenir ce type de chien-là sont des gens qui sont suffisamment prévenus, suffisamment formés pour connaître, par exemple, les contraintes locales décidées par la municipalité. Alors revenons sur quelques chiffres. Quelqu'un qui refuse de faire cette démarche, ne serait-ce pas en crainte qu'on le lui refuse, qu'est-ce qu'il encourt d'un point de vue pénal? D'un point de vue pénal, il encourt des poursuites devant le tribunal correctionnel qui vont se traduire immédiatement par deux choses. D'abord, ce sera la confiscation du chien, et je peux vous dire que la confiscation du chien, ça veut dire euthanasie excessivement rapide sur mon ordre. Bien. Et la deuxième chose, ce sera une sanction pénale qui peut aller, je vous ai donné tout à l'heure les maximums encourus, jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et jusqu'à 15 000 € d'amende. D'accord. Toujours au niveau chiffre. Alors ça, c'est la possession. En cas de situation créant une victime, qu'est-ce qu'on encourt? Donne-moi un chiffre, par exemple. Alors tout dépend de la manière dont c'est fait, parce que comme on parle toujours de ce type de chien-là, si une personne qui lâche un chien sur quelqu'un d'autre en donnant à ce chien l'ordre d'attaquer, l'intention de... le chien, c'est une arme. C'est une arme. Et donc on est dans une action caractérisée de violence quasiment avec arme. Bien. Et donc ce sont les peines de la violence
contre le propriétaire qui sont encourus, c'est-à-dire de l'ordre de 5 ans, de 3 à 7 ans d'emprisonnement selon la nature des violences, les circonstances, etc. Bien, 3 ans à 7 ans d'emprisonnement. Si c'est, disons, par accident, on peut dire, que le chien finalement a mordu quelqu'un, eh bien, on verra au cas par cas ce qui se passe. Est-ce que le chien était suffisamment enfermé? Est-ce qu'il a porté ou pas sa muselière? Est-ce qu'il était suffisamment surveillé? Et selon les réponses, il y aura ou pas des poursuites pénales contre le propriétaire. Mais en tout état de cause, il aura à rendre des comptes à la victime sous forme de dommages et intérêts qui peuvent aller très loin lorsque les blessures, bien sûr, sont très graves. Et ces dommages et intérêts sont décidés par le tribunal de grande instance, par le tribunal civil cette fois-là, dans leur montant et dans leur nature. Alors, en cas, est-ce qu'il y a des cas, des situations de victimes qui imposent des faits, des actes à votre niveau? Par exemple, s'il y a mort de la victime, accidentelle ou pas, ou handicap à vie, quelles sont, dans des cas comme ceci, des sanctions inévitables, c'est-à-dire euthanasie, emprisonnement? Ah oui, c'est pas une... S'il y a mort de la victime, même accidentelle. Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses. Si on est vraiment dans le purement accidentel, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune faute à reprocher à quiconque, bien, il y a deux conséquences. Il y a une conséquence judiciaire, c'est les dommages et intérêts que j'évoquais tout à l'heure, et il y a une conséquence administrative. L'administration, c'est pas moi, je ne suis pas l'administration. L'administration, c'est le préfet ou le sous-préfet selon les endroits. Eh bien, l'administration peut décider, je dirais presque doit décider, quand un chien s'est trouvé dans cette situation-là, de prendre des dispositions pour l'empêcher de nuire. Et ces dispositions, ça peut aller jusqu'à l'euthanasie de l'animal. D'accord. Dans quel cas on ne peut même pas douter d'une notion d'euthanasie d'un animal? Dans quel contexte d'agression qu'il est évident, obligé par la loi, que ce soit une euthanasie? Chaque fois que l'animal a agressé quelqu'un dans des conditions qui font que la loi ou le règlement n'a pas été respecté, son propriétaire est mis en cause pour une infraction pénale. Et dans toutes les infractions pénales concernant les animaux dangereux, susceptibles d'être dangereux, il y a la peine complémentaire, je peux vous dire qu'elle est systématiquement prononcée, de confiscation de l'animal. Et la confiscation de l'animal, ça veut dire départ pour un hébergement provisoire pour cet animal et une euthanasie qui intervient très vite. Quelqu'un qui utiliserait son animal dans le but de tuer un autre chien, qui délibérément a invité son chien à tuer un autre, que ce soit celui d'un autre propriétaire ou un chien errant. Oui, c'est quelque chose sur lequel on peut peut-être faire la différence entre deux situations. Il y a la situation où tout le monde est d'accord pour que les chiens se battent. Je me fais bien comprendre. En fait, on est dans le cadre d'un combat de chiens, organisé entre des propriétaires. Il y a des personnes qui sont passionnées de ça. Bon, chacun son goût, c'est pas le mien, bien sûr. Véritablement, on a là l'organisation d'actes de cruauté réciproque, certes, sur des animaux. C'est sanctionné par la loi. Ça va jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. 2 ans d'emprisonnement. Bon. Et puis il y a la situation de l'animal de quelqu'un, du chien ou d'un autre animal, d'ailleurs ça peut être n'importe quel type d'animal, qui cause un dommage, soit à une personne, soit aux biens, qui peuvent être aussi un animal d'une autre personne. Et à ce moment-là, selon que la cause de cette agression est imputable ou pas au propriétaire, on est plutôt dans le pénal, ou on est plutôt dans la responsabilité simplement civile, mais en tout état de cause, la victime devra être indemnisée par le propriétaire de l'animal. D'accord. Mais au niveau sanction même de la loi, en dehors de la personne qui se plaint, vous promenez votre chien, quelqu'un qui a un pitbull, son pitbull tue votre chien. Il y a un minimum que la loi impose. Oui, bien sûr. Oui. Le minimum, c'est que si le pitbull a tué votre chien, c'est que le pitbull, par exemple, ne portait pas la muselière qui est obligatoire pour ce type de chien-là dans la rue. Donc, le propriétaire est coupable de ne pas avoir respecté la réglementation que j'évoquais tout à l'heure. Il encourt donc, si mes souvenirs sont bons, parce qu'il y a beaucoup de gradations, si vous voulez, à peu près 3 mois d'emprisonnement maximum, plus une quinzaine de milliers d'euros d'amende, plus la confiscation de son chien. Plus, mais ce n'est pas une peine, c'est simplement une indemnisation, l'indemnisation du dommage qui a été causé au propriétaire qui, lui, a perdu son pauvre animal.
quelqu'un qui s'amuserait avec son animal dangereux, nous le dirons ainsi, à tuer des animaux sans propriétaire, comme par exemple des chiens errants. Ou alors, bon, ceux-ci ont un propriétaire, ou des poules, ou à la campagne, parce qu'on a aussi un pays de campagne. Donc, il s'amuserait, pour effectivement s'amuser, même si c'est un acte peut-être lié à une forme de folie, à des chiens errants, des poules, des bœufs, etc. C'est pas de la folie, c'est la cruauté. Voilà, c'est la cruauté envers animal. La cruauté envers un animal, c'est quelque chose qui est sanctionné par la loi. C'est sanctionné par une peine très importante, puisque c'est jusqu'à 2 ans d'emprisonnement, une peine d'amende importante, bien sûr, la confiscation des objets ou des animaux qui ont servi à faire tout ça. L'animal est un être qui lui aussi, pas au même niveau que les hommes, mais qui lui aussi est protégé, est un être protégé par la loi. Et les actes de cruauté sur les animaux, le fait de tuer un animal inutilement, c'est-à-dire gratuitement, juste par plaisir, si je puis dire. Quel que soit l'intermédiaire. Voilà. Eh bien, tout ça, ce sont des actes qui sont sanctionnés par la loi de 2 ans d'emprisonnement. D'accord. Quelqu'un qui chercherait à rendre son chien méchant en lui donnant des coups. Ou alors culturellement, certains ont entendu que pour rendre un chien un peu plus agressif, on le fait manger des guêpes vivantes, ou on met la guêpe vivante dans sa bouche. Ça aussi, c'est de la cruauté? Oui, c'est de la cruauté envers son animal. Et en plus, c'est un mode de dressage, je dirais, à l'attaque ou à l'agression, qui d'abord n'est vraiment pas efficace. Parce que ce sont des animaux à ce moment-là qui sont des dangers, non seulement pour les autres, mais pour leur propre propriétaire. Leur propre propriétaire. Et je pense qu'il faut que chacun mesure vraiment le danger qui est encouru du fait de ce type d'animaux, de chiens en particulier, de chiens dangereux, les dresser à attaquer n'importe qui, dans n'importe quelle condition, de manière non professionnelle, c'est soi-même se mettre en danger de mort. Alors, donnons quelques exemples d'animaux envers lesquels nous exerçons des cruautés. Donc, il y a autant les chiens, c'est imaginable. Et nous disions aussi les poules, parce que chez nous, il y a un contexte culturel. Donc, faire des piercings à des animaux, leur retirer leur plumage. Donc, tout ça aussi, c'est sanctionnable par la loi? Oui, ce sont des actes de cruauté sur les animaux, bien sûr. Il y a d'autres catégories d'animaux envers lesquels, en fonction des cultures, qu'il y a des cruautés qui leur sont imposées en dehors des animaux, des poules que vous avez... Si vous voulez, je ne pense pas qu'il y ait de limite à l'imagination cruelle de l'homme. Hélas, enfin, je vous dis ça pas simplement parce que je suis procureur et que j'en ai vu quand même pas mal. Mais vraiment, c'est incroyable ce que l'on peut voir. Bon, maintenant, c'est vrai, par exemple, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, je n'en sais rien, qu'on trouve que c'est pas la même cruauté d'écraser une fourmi et de tuer gratuitement une chèvre ou une vache. Bon, ça se discute. Voilà. En tout cas, est-ce que vous nous dites que ce que l'on inflige aux coqs dans les combats de coqs, c'est quoi? C'est de la cruauté, c'est quoi? Oui, ce sont des actes de cruauté à l'évidence, mais il se trouve que dans les traditions locales, il n'y a pas qu'en Guadeloupe où on pratique ce genre de combat-là. On en connaît dans le nord de la France et en Belgique où c'est autorisé. On connaît aussi des jeux mortels avec des animaux dans le sud de la France et en Espagne, avec les corridas au Mexique. Bon, donc il y a dans la loi des exceptions qui sont spécialement prévues pour ce qui relève de la tradition culturelle, bien qui est une tradition profonde, forte, qui vient de très loin, de bien avant nous, je dirais. Voilà. La règle, grosso modo, c'est qu'il n'est absolument interdit d'en rajouter. Donc, par exemple, il y a un certain nombre de sites où, dans la tradition, on organise des combats de coqs. Eh bien, il n'est interdit d'en créer d'autres. Interdit d'en créer d'autres. Ça ne peut se faire que là. Voilà. En France, est-ce qu'il est, alors là, peut-être on ne va pas dire les animaux dangereux, mais c'est plutôt les hommes qui sont dangereux envers les animaux. Manger des animaux vivants, parce que certaines cultures, je ne dirais pas chinoises ou japonaises, on peut manger le poisson vivant. Dans certaines autres, dans certaines îles, on peut manger des chenilles vivantes ou alors certains insectes vivants. Que dit la loi à ce niveau-là, sur le fait de manger des animaux vivants en France? Bah écoutez, la loi ne dit rien à ce propos-là, en tout cas pas spécifiquement. C'est pas que c'est pas de la cruauté, mais regardez, on mange des huîtres à Noël, elles sont vivantes. Non, c'est pas de la cruauté. Quand on fait cuire un crabe ou je sais pas quoi, on le met bien souvent vivant dans l'eau bouillante. Bon. Donc il y a
une manière de faire, certains animaux, je le constate, hein, je le constate, pour lesquels on ne considère pas que ce sont des actes de cruauté. Mais il faut bien dire que le fait de manger un animal d'une manière ou d'une autre, ça n'est pas un acte de cruauté gratuit. Il est gratuit. Voilà, c'est parce que, bon, c'est comme ça qu'il se consomme cet animal-là, puisque quand même ce sont des animaux. Voilà. Ouais. Par contre, le fait de torturer, juste pour le plaisir de la torture, un animal. Cette notion de méchanceté. Voilà, c'est quelque chose qui est sanctionné par la loi. Bon, c'est très, très classiquement, on a tous des cochons ici en Guadeloupe hein, qui sont engraissés pour la période de Noël, etc. Bien, tuer le cochon, évidemment que ce n'est pas un acte de cruauté, c'est son destin, il a été élevé pour ça, il est fait pour ça, et il est utile de le tuer parce qu'on mange tous du cochon. Bien. Mais torturer ce cochon, le tuer pour ne rien en faire, bien, le tuer gratuitement, eh bien c'est un acte de cruauté parce qu'il n'y a pas l'intérêt collectif qui va contrebalancer en quelque sorte la douleur qui a été causée à cet animal, qui est quand même un animal innocent à la base. D'accord. Alors, avant de passer à notre coupure traditionnelle, je voudrais souhaiter que vous nous listiez quelques situations considérées comme que ce soit l'usage d'animaux dangereux, certaines catégories générales d'animaux dangereux, avant que l'on revienne sur cette notion d'abandon ou de tuerie soi-même de son animal dangereux, quelques autres exemples que nous verrons. Mais vous nous avez sorti tout à l'heure votre code, où vous nous citiez quelques réglementations sur des catégories différentes. Est-ce qu'on peut faire le point là-dessus avant cette coupure? Oui, bon, je ne vais pas reprendre les différentes catégories de chiens, vous avez compris. Non, mais tout ce qui touche... Alors déjà, de manière générale, là on est resté très ilien, mais quelles sont toutes les catégories d'animaux considérés à l'échelle mondiale comme animaux dangereux, qu'on l'on sait, qui ont été utilisés, que ce soit à titre domestique, etc. Oui, bon, les animaux dangereux, c'est tous ceux qui sont en fait susceptibles d'être dangereux. Bien. Donc les lions. Un lion dans un cirque, bien sûr. Un serpent dans un zoo, bien sûr. Un requin dans un bassin. Évidemment, tout ça, ce sont des animaux dangereux. Alors, non seulement la réglementation qui permet de les détenir, de les posséder est très précise. On n'a pas le droit de maintenir prisonnier un animal sauvage. Voilà, on n'a pas le droit. Sauf certaines personnes, dans certaines conditions. La réglementation est très précise. Elle est appliquée par les services de l'État, en particulier par les services de vétérinaires hein, de l'État. Un contexte. Il faut que ce soit professionnel ou un particulier peut détenir en France un lion, un crocodile, un serpent considéré comme dangereux, ou alors une mygale considérée comme extrêmement dangereuse, en sachant que si elle s'échappe, elle peut facilement aller chez des voisins. Est-ce qu'un particulier, sans un prétexte professionnel, peut avoir cette catégorie d'animaux dangereux? Ce type d'animaux sauvages, particuliers, a fortiori ceux qui sont protégés, puisque dans la liste que vous m'avez donnée, il y a certains animaux qui deviennent rares et que l'on protège. Eh bien, la détention d'animaux sauvages de ce type-là doit être autorisée. Elle est a priori interdite. Elle doit être autorisée par les services compétents. Ce sont les services, notamment des directions des services vétérinaires départementaux. Donc en France, un particulier peut avoir un lion ou un caïman. S'il est autorisé, il peut l'avoir. Normalement, c'est pas moi qui donne ces autorisations-là, donc c'est là-dessus, je resterai, si vous voulez, dans mon rôle. Moi, je ne fais que sanctionner ceux qui en ont sans être autorisés. Bien. Mais cette autorisation n'est donnée que quand il y a un intérêt. Et cet intérêt, effectivement, il est plutôt d'ordre professionnel ou scientifique, hein, puisque ça peut être soit des animaux qui sont utilisés pour les montrer, c'est les zoos, ce sont les parcs dans lesquels on les présente. Ils peuvent être utilisés pour l'expérimentation scientifique. On a besoin, on le sait tous, d'animaux pour expérimenter les médicaments ou pour étudier aussi leur manière d'être, leur manière de vivre ou de se défendre contre les agressions de la vie. Et ils peuvent être aussi utilisés dans le cadre de certaines collections, mais même dans l'hypothèse de collection, il faut qu'il y ait des garanties tout à fait précises et une autorisation, notamment pour les espèces les plus dangereuses ou les espèces protégées, bien sûr. Avant de vous remercier, encore une fois, rappelez-nous, nul n'est censé ignorer la loi. Détenir un animal que l'on sait correspond à une catégorie d'animaux interdits en France, on encourt quoi? On encourt 6 mois d'emprisonnement et 15 000 ou même 30 000 euros d'amende. Monsieur le procureur, merci. C'est moi qui vous remercie.
Monsieur le procureur, à nouveau bonjour. Bonjour. Et merci pour la suite de cette émission. Alors, cette notion d'animaux dangereux, mais aussi l'homme dangereux par rapport à l'animal, ou l'homme dangereux pour l'homme à travers l'animal. Alors, revenons sur une certaine classification de certaines catégories. Déjà, est-ce que le fait d'entraîner son chien à devenir dangereux, il y a une forme de sanction prévue? Oui, c'est l'entraînement au mordant, ça s'appelle l'entraînement au mordant. Hein. C'est-à-dire l'entraîner à attaquer les personnes quand ça n'est pas autorisé, puisque je vous rappelle tout à l'heure que certaines personnes sont autorisées à pouvoir détenir et évidemment dresser des chiens pour la défense ou pour la garde des biens, des lieux. Quand on n'est pas autorisé, c'est une peine encourue délictuelle de 6 mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Je reprends pour être sûr qu'on a bien compris. Ça veut dire que si l'on veut entraîner son chien au mordant, il faut passer par un maître chien, mais pas le faire par soi-même, on va dire. Mais c'est que on ne peut entraîner un chien au mordant pour attaquer les personnes dans le cadre de chiens de garde ou de défense que si on est autorisé à le faire. Et cette autorisation, elle passe aussi, elle est donnée quand la personne maîtrise son chien. Ça paraît quand même normal, c'est un minimum. Donc on vous demanderait de faire des tests pour vérifier si vous maîtrisez votre chien. Exactement, tout à fait. D'accord, donc c'est 6 mois d'emprisonnement. 6 mois d'emprisonnement et une grosse amende, plus le chien confisqué bien sûr. Alors, vous disiez entraîner son chien à attaquer. Dans un contexte particulier où votre chien tenterait de vouloir attaquer quelqu'un sur la voie publique ou le chien de quelqu'un d'autre et que vous n'auriez rien fait contre. Est-ce que la loi dit quelque chose là-dessus? Oui, c'est une infraction qu'on appelle involontaire. C'est-à-dire c'est le fait de ne pas avoir empêché le chien. Vous avez vu qu'il allait et vous n'avez rien fait. Voilà, et on n'a rien fait. Donc c'est une infraction pénale qui est sanctionnée par la loi pénale, par une petite peine, ça ne va pas très loin, mais les poursuites sont possibles et surtout la victime doit, en tout cas, elle peut déposer plainte devant la police ou la gendarmerie et elle obtiendra des poursuites contre le propriétaire. Alors, je demande pourquoi les victimes comprennent bien. Ça veut dire qu'en fait, c'est que quand on a un chien qui a cette capacité que l'on ne peut pas ignorer, parce qu'on doit justement faire des visites, avoir une autorisation, etc. C'est pas un caniche que l'on a entre ses mains. Donc, cette personne ne pouvant ignorer que son chien a cette capacité d'agresser quelqu'un, que son chien est en train. Donc, avant même qu'un événement comme ceci, la loi vous impose à pouvoir maîtriser un tel chien. Oui, c'est ça. Mais c'est pas une loi qui est spécifique aux chiens. C'est pour l'ensemble des animaux susceptibles d'être dangereux. Donc, ça peut être aussi, moi j'imagine, l'agriculteur qui transporte son taureau. Eh bien, si le taureau vient à blesser quelqu'un, parce qu'il aura chargé et que le propriétaire n'a rien fait, soit pour le maintenir, soit pour empêcher que ça se passe, sa responsabilité pénale peut être mise en cause pour blessure involontaire causée par son animal à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que l'agriculteur, aussi bien que le possesseur d'un chien, ou que ce soit l'animal qui se révèle être dangereux dans un contexte public, où il y a un public, ne peut pas justifier en disant « mais j'ai aucune maîtrise sur un bœuf qui fait 2 tonnes », parce que s'il sait qu'il va le mettre dans un contexte public, pour un exemple simple. Voilà, il fallait qu'il prenne les précautions suffisantes pour maintenir un animal de cette taille, de cette puissance. Donc il n'a aucun prétexte pour dire je ne pouvais pas maîtriser l'animal parce qu'il fallait anticiper en formation. Alors, bien sûr, il y a toujours des cas particuliers. On peut imaginer que dans des circonstances diverses, toutes les précautions qu'habituellement on prend n'ait pas été suffisante, à ce moment-là, bien sûr, le propriétaire sera exonéré de sa responsabilité pénale, mais il devra quand même indemniser, soit lui-même, soit par son assurance s'il est assuré, la personne qui a été victime, c'est normal quand même, la personne qui a été victime de l'animal en question. Alors, un animal qui peut se retrouver en situation d'être dangereux, alors arrêtons-nous par exemple sur les boucs et les bœufs, donc que l'on place facilement sur la voie publique. Donc un bœuf ou un cabri, par exemple, qui foncerait sur une voiture, en tout cas qui se retrouverait sur la route, vous avez mis en danger des gens. C'est aussi facile que de dire que c'est comme un chien qui a agressé quelqu'un.
Oui, tout à fait. Et que vous êtes coupable. Oui, oui, on connaît vraiment le danger de la présence d'animaux, notamment sur la voie publique, pour les voitures, etc. On n'était pas censé ignorer le danger. Voilà, le chien qui divague, qui traverse la route, et par malchance, un deux roues, une motocyclette ou un scooter arrive, et c'est la chute, évidemment, immédiate. Le propriétaire de ce chien est responsable de ce qui s'est passé. Un chien n'a pas le droit de divaguer de cette manière. Donc, un propriétaire de chien, par exemple, ou de bœuf ou de cabri, ne peut pas demain dire ou tchouiller cabrit en moins. Donc, ça va payer moins parce que tchouiller cabrit en moins. Mais la loi dit que c'est plus le contraire, c'est-à-dire que c'est à vous à demander à rembourser votre pare-choc. C'est ça, c'est ça. C'est que ces animaux-là ne sont pas susceptibles de pouvoir se promener sur la voie publique librement. C'est pas vrai. S'ils sont sur la voie publique, ils doivent être au piquet. Bien. Bon. Ils doivent être attachés avec la chaîne. Si ils sont dans un champ clos, pas de problème. Mais si, alors, ils sont complètement libres de leur mouvement, ou même s'ils se détachent parce qu'ils ont été mal attachés, ou en tout cas pas suffisamment entravés, à ce moment-là, la responsabilité du propriétaire de l'animal sera à l'évidence mise en cause, bien sûr. D'accord. Aussi, souvent, malheureusement, sur notre territoire, ça veut dire que certains animaux, on dirait des bœufs, sont attachés dans des virages ou au bord de route, mais avec une marge trop importante. Ça veut dire que le propriétaire n'a pas calculé la bonne distance. Donc la tête et les cônes débordent sur la rue. C'est une voie à sens unique étroite ou alors à double sens, mais étroite comme dans les campagnes. Il n'y a pas la petite marge pour le trottoir. Donc quelqu'un se retrouverait à éviter la cône du bœuf et écraser sa voiture. Que dit la loi? Je dirais que ça peut se discuter quand même, parce que c'est toujours une question d'appréciation. Et c'est aussi au conducteur de la voiture de faire attention à ce qui peut survenir sur sa route. Donc il y a quand même à un moment donné à discuter sur le partage de responsabilités par rapport à ce qui peut se passer. Mais le fait de placer un animal sans vraiment faire attention au fait qu'il puisse empiéter sur la route, c'est quand même la source d'un danger pour tout le monde. Et si ce danger est tellement important qu'il ne pouvait pas ne pas savoir, ce propriétaire, qu'il était en train de le faire, finalement qu'il se fiche complètement des autres, il faut dire les choses comme elles sont, et bien à ce moment-là, sa responsabilité pourra tout à fait être mise en cause. Alors, un bœuf qui est trop à proximité d'un trottoir, d'une école, qui oblige les enfants à changer de trottoir, ou qui met en danger, que ce soit un bœuf, un cabri, quelque chose, ou même un chien, qui est sur une voie passante d'enfants en bas âge, mettant en risque ou effrayant, que dit la loi? Quel est le recours de ces personnes? Bien, si c'est une divagation, c'est-à-dire un animal qui n'est pas entravé du tout, le propriétaire est fautif quoi qu'il advienne. S'il n'y a pas de barrière, ce n'est pas attaché. Voilà. Si c'est un animal qui est sur la voie publique et qui n'a pas le droit d'y être, je pense tout à l'heure aux animaux dangereux qu'on évoquait, notamment aux chiens dangereux, le propriétaire est responsable. Bon, si on est dans une situation qui est un peu différente, c'est-à-dire que bon, c'est pas un animal qui en soi est dangereux, il est entravé, il empêche effectivement que l'on puisse passer à un endroit, il faut traverser la route, etc. Objectivement, je vais vous dire, la faute est quand même très très modeste et elle justifie pas qu'il y ait des poursuites. Est-ce que les passants, les écoliers, leurs familles ont le droit d'exiger que la police se déplace, faire observer la situation et obliger le propriétaire à déplacer le bœuf? Ils vous disent ça fait une semaine que la tête du bœuf déborde sur le trottoir, personne ne peut passer. C'est la même situation, pardonnez-moi la comparaison, mais c'est la même situation qu'une voiture qui se stationne de manière gênante. C'est la même chose. C'est-à-dire, je me stationne à un endroit qui empêche les autres automobilistes de voir ou qui les empêche de bien passer en empiétant sur un trottoir, en empiétant. C'est un stationnement gênant. C'est sanctionné par la loi. On ne peut pas occuper la voie publique, le domaine public, c'est le domaine public. Si des parents d'élèves s'en plaignent à une gendarmerie ou au commissariat de la commune, ils refusent de se déplacer, qu'est-ce que vous répondez à ça? Il y aura une prise en charge de cet animal, bien sûr, parce que s'il refuse de se déplacer, c'est qu'il ne se considère pas propriétaire. Non, je parle des gendarmes. Disent qu'ils ne voient pas en quoi c'est leur rôle d'intervenir sur un bœuf qui bloque la voie. Écoutez, voilà ce que je dis. Parce que je n'ai pas d'instruction à donner pour chaque cas particulier, il y en a tellement de différents. Mais je dis simplement que s'il résultait un dommage quelconque d'une situation qui aurait été signalée aux autorités auparavant, aux autorités de police, à la gendarmerie, etc., eh bien, ceux qui n'ont pas répondu à la mesure du danger devront rendre des comptes à la justice. Je dis simplement ça, voilà. Donc, on est tous, franchement, il me semble, de bonne volonté, on essaie de faire fonctionner la société le mieux possible, je crois, bien. Chacun doit prendre ses responsabilités
Et qui dit prendre ses responsabilités, c'est devoir rendre des comptes quand d'autres pourraient considérer qu'elles n'ont pas été prises suffisamment. D'accord. Donc nous avons vu le fait d'entraîner soi-même son chien à devenir agressif au mordant, s'interdit par la loi. Le fait d'avoir un animal dangereux, quel qu'il soit, mais d'avoir vu cet animal en situation d'agresser quelqu'un et de ne pas avoir eu la maîtrise, c'est-à-dire justement de ne pas avoir suivi de formation, même si le chien était à 50 mètres, mais en formation, on vous apprend à dire un chien. Si on doit s'arrêter sur un chien, de lui dire stop et le chien s'arrête. Donc si vous saviez que votre chien était dangereux et vous n'aviez pas suivi la formation pour pouvoir arrêter votre chien, votre bœuf, votre cabri, quand vous voyez qu'il allait tuer quelqu'un ou mettre en danger quelqu'un, là aussi vous êtes condamné par la loi. Bien sûr, tout à fait. Nous avions vu un troisième point sur ce caractère dangereux. Oui. Alors, peut-être revenons sur une autre question. L'abandon d'animaux, que dit la loi? Hormis dangerosité ou pas? Oui, l'abandon d'animaux est une infraction pénale qui est sanctionnée par la loi, tout à fait. Évidemment, c'est l'abandon d'animaux domestiques. Voilà, domestiques. Donc, quand on abandonne un animal, quand on le laisse sans l'entretenir alors qu'on en a pris les responsabilités, on est susceptible d'être poursuivi. Ce sont des contraventions, ce sont des peines d'amende la plupart du temps qui sont prononcées, qui vont, pour vous donner une idée, si vous voulez, aux téléspectateurs, entre 150 et 450 euros. D'accord. Que dit la loi si on abandonne un animal, mais un animal qui n'est pas encore en âge d'être autonome? Quel qu'il soit, que ce soit un serpent, que ce soit, voyez, un chien ou autre, on l'abandonne parce qu'on a changé d'avis sur sa notion d'élevage où on en a eu trop, comme des chats, des chiens, et on abandonne des animaux qui vont mourir de faim, d'allaitement. Eh bien, ça peut même aller jusqu'à l'acte de cruauté envers un animal, notamment quand c'est un petit animal qui vient de naître, hein, qui n'est pas encore sevré. À ce moment-là, on se retrouve dans des actes de cruauté, donc c'est plutôt de l'emprisonnement, c'est jusqu'à 6 mois d'emprisonnement, les actes de cruauté, voire 2 ans d'emprisonnement lorsqu'ils sont très graves. Donc vous voyez, c'est quand même une sanction importante. Et le fait d'abandonner, simplement d'abandonner un animal qui est domestique sous sa responsabilité, c'est une contravention pénale, ce sont des peines d'amende qui peuvent aller assez loin aussi. Alors, tout est lien à cette phrase en mémoire que des fois, quand vous aviez un chat, il en faisait trop, vous les mettiez dans un sac et vous les lâchiez dans une mare. La loi, elle dit quoi face à ça? C'est un acte de cruauté, bien sûr, que de tuer les chats dans ces conditions-là. Il y a des conditions non cruelles pour se débarrasser d'animaux qui sont de trop. On a par exemple ici en Guadeloupe un problème avec les chiens errants, en tout cas dans certains secteurs, dans certains quartiers. Ce sont des chiens qui souvent doivent être amenés à être attrapés et puis ensuite conduits dans une fourrière pour finalement être euthanasiés. Euthanasiés, ça veut dire qu'on les fait mourir, hein. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais c'est fait d'une manière qui est correcte, qui respecte l'animal et qui fait en sorte que ça se fasse sans douleur. Voilà. Donc on ne peut pas tuer comme ça un animal juste pour s'amuser ou même pour s'en débarrasser. D'accord. Donc la loi dit que même tuer un animal dangereux ou pas, trop nombreux ou pas, ça doit passer par un terme législatif. Oui, tout à fait. Il y a des conditions pour le faire. En plus, c'est gratuit, je dirais, pour les particuliers. Ça n'est pas à leur charge. C'est-à-dire qu'il y a des dispositifs avec des conventions qui ont été prises pour l'ensemble, d'ailleurs, de la Guadeloupe. Hein, ça existe en Guadeloupe, ça. Ou quand il y a un animal divagant, a fortiori quand c'est un animal qui est dangereux et divagant, pour qu'il y ait des services spécialisés qui aillent l'attraper et qui le conduisent à la fourrière. D'accord. Maintenant, abandonner un animal, c'est-à-dire que vous-même vous réalisez que votre animal est dangereux, donc qu'il soit un chien, qu'il soit même un chat qui peut se révéler être dangereux, qu'il soit un serpent qui a trop grandi et que vous-même vous sentez un danger pas par vos enfants, une mygale, n'importe quoi, hein. Vous avez fait l'élevage de 1000 pattes, donc de scolopendres pour ceux qui ne connaissent ce terme, donc vous avez une petite centaine, et que vous décidez que vous voulez vous en débarrasser, vous les lâcher dans la nature. Que dit la loi sur l'abandon d'animaux que vous savez dangereux? Ça, c'est quelque chose qui est encore d'une autre nature. On est plutôt dans la divagation dangereuse d'animal, hein, ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc ça peut être quelques mois d'emprisonnement encourus, parce que là, on crée vraiment un danger majeur, peut-être même mortel, pour les autres. Donc on est vraiment dans des infractions tout à fait graves.
quand on est dans la situation de vouloir ou de devoir, parce qu'il y a aussi ça, il y a des personnes qui vieillissent ou des personnes qui déménagent et qui sont plus dans la même situation qu'autrefois, ils n'ont plus de terrain par exemple pour pouvoir accueillir leurs animaux. Quand on veut se débarrasser d'un animal, c'est quand même possible de le faire dans des conditions qui soient respectueuses de cet animal. Moi je pense que le bon réflexe pour un animal domestique, je ne parle pas de vaches, de cochons ou de cabris, parce que là, bon, c'est un métier, c'est quand même facile de trouver quelqu'un qui sache s'occuper de ça. Il y a des professionnels, ce sont les agriculteurs, les éleveurs. Bon. Mais pour des animaux domestiques, type chien, chat et autres animaux que vous avez évoqués tout à l'heure, moi je pense que le bon réflexe, c'est de s'adresser à son vétérinaire ou au vétérinaire à côté, pour lui demander conseil. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, je ne suis plus en mesure de pouvoir m'en occuper. Il y a aussi des associations, je ne vais pas donner la liste ici, qui sont spécialisées dans la protection des animaux. Je pense que ces associations sont susceptibles, elles doivent être d'ailleurs susceptibles de pouvoir donner le bon renseignement. Et puis il y a aussi un service de l'État qui est spécialisé dans la protection des animaux, dans la protection des hommes par rapport aux animaux aussi. C'est la direction des services vétérinaires, direction départementale des services vétérinaires, qui elle aussi a un numéro de téléphone et auquel on peut s'adresser pour avoir les renseignements. Alors, pour ne pas passer à côté de certains éléments, de personnes qui considèrent être concernées par ce thème, et on n'a pas cité le cas, est-ce que l'élevage d'abeilles, il y a une législation particulière, c'est-à-dire qu'il faut signifier aussi, comme vous disiez, à sa mairie ou à une structure, que l'on a pour intention de faire l'élevage d'abeilles, donc une concentration de ces petits animaux. Et est-ce que la législation précise un environnement particulier, c'est-à-dire est-ce qu'elle vous permet, si vous habitez en villa rapprochée, donc les unes à côté des autres, que vous pouvez, dans votre jardin, faire l'élevage d'abeilles sans l'autorisation des voisins? Mais il y a une législation très précise là-dessus pour savoir qui est propriétaire, par exemple, d'un essaim au moment où les essaims se forment. Bien, à partir du moment où cet essaim, où ces abeilles ont causé un dommage quelconque à quelqu'un d'autre, on se trouve en situation de devoir l'indemniser, de devoir réparer le préjudice qui a été causé. Et éventuellement, ça peut se passer devant les tribunaux si la personne n'est pas d'accord pour indemniser le dommage causé. Est-ce qu'un propriétaire a le droit de retirer la vie à son animal lui-même au prétexte qu'il se soit révélé dangereux? La manière dont on décide de donner la mort à un animal qui vous appartient est vraiment très importante. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. On peut toujours décider de ne plus avoir son animal. Mais il y a la manière de le faire. Et cette manière, elle doit être respectueuse de l'animal, qui a droit à notre respect, parce que la loi le prévoit. Ce n'est pas une appréhension morale que je vous donne, simplement c'est la loi. Bien. Et quand on est un animal qui est déjà un animal plus imposant, qu'un simple insecte, un poisson rouge, voilà, la manière de s'y prendre doit s'entourer de certaines précautions et il faut que ça soit fait par des professionnels vétérinaires a priori. Voilà. Donc cette obligation doit conduire les personnes qui sont dans cette situation de vouloir se débarrasser entre guillemets d'un animal d'un animal important, donc un chien, c'est à partir du chien si vous voulez, mais évidemment pour le bœuf, etc. C'est aussi vrai, doivent les conduire à s'adresser, a priori, moi je pense que c'est la bonne porte d'entrée, au vétérinaire de son secteur, au vétérinaire de son quartier. D'accord. Maintenant, moi j'avoue que c'est juste un cas d'animaux non dangereux. Peut-être que c'est l'homme qui serait le dangereux. On va entrer dans les foyers maintenant, par rapport aux enfants, etc. Vous n'avez pas un animal dangereux, mais un animal bruyant. Que quelqu'un dans le foyer estime ne pas en vouloir. Que ce soit votre conjoint, ça peut arriver, que l'une des personnes du foyer veut d'un caniche, d'un petit chien, mais un autre estime qu'il aboie trop. Et moi j'ai l'exemple d'un cas précis où, entre frères et sœurs, l'un décide de jeter le caniche de la sœur par le balcon d'un bâtiment parce qu'il estimait qu'il aboyait trop. Parce qu'il était excédé voilà. par ce chien. Ouais. Que dit la loi? On a tous été victimes de ça. Bon. Ou si on ne l'a pas été directement, on en a entendu parler. Mais franchement, le chien du voisin qui aboie à longueur de journée, à longueur de nuit... Mais concrètement, on l'a jeté par le balcon. Voilà. Il en est mort, bien sûr. On n'est plus du tout dans la législation sur les animaux.
On est dans la législation qui concerne la tranquillité publique, qui concerne la répression du tapage, ça s'appelle, du tapage. Eh bien, on n'a pas le droit d'empêcher les autres de vivre tranquillement. Voilà, on n'a pas le droit. Et quand on a un animal qui est bruyant, il faut prendre les dispositions pour l'empêcher de polluer, parce que c'est une pollution comme une autre, le bruit, le son. On a l'obligation de l'empêcher de polluer. Si on ne le fait pas, on encourt une sanction de la part de la loi pénale, mais c'est une sanction sur le tapage. Donc, alors voilà, par contre, si vous voulez, celui qui veut se faire justice à lui-même, qui fait passer par-dessus la barrière je ne sais quel produit qui provoque la maladie, voire le décès de l'animal du voisin, qui utilise encore plus, ou encore plus gravement, un fusil ou une arme pour tuer l'animal du voisin, ou qui crée les conditions pour pouvoir le faire, eh bien cette personne-là, elle est susceptible aussi d'être poursuivie pour empoisonnement d'animal, pour agression et cruauté envers des animaux, parce que, une fois de plus, les animaux aussi ont droit au respect des hommes de par la loi, et les problèmes doivent pouvoir être réglés en utilisant les moyens légaux. Ils existent, ces moyens légaux. Il faut les utiliser, même si on a l'impression que c'est un peu plus simple de jeter des mets empoisonnés au chien de son voisin. Merci. Alors, quel conseil que vous recommanderiez à des personnes, donc toujours dans un foyer, dans les foyers maintenant, qui, autant l'un des membres dominants, charismatiques, aurait un animal dangereux, on ne reviendra pas sur les catégories en ce moment, mais que l'on sait être dangereux, et recommander que ce soit à l'épouse qui se sent en danger, ou alors pour les enfants, quel est le conseil que vous diriez en cas de suspicion ou d'éléments véritables, que l'on voit que c'est un animal dangereux, qu'est-ce que l'on peut faire? En même temps, dénoncer son propre mari, dénoncer son propre frère, son propre père. Qu'est-ce qu'un procureur pourrait dire à ces personnes qui savent que dans le foyer, il y a un animal dangereux, demain je peux me retrouver victime ou l'un de mes enfants va être victime, qu'est-ce que je peux faire? Mais moi je vous dirais trois choses. La première, c'est que s'il y a un danger de cette nature-là, il ne faut absolument pas l'accepter. Imaginez un petit peu la situation des parents dont le fils ou la fille, le petit enfant, a été défiguré à vie par la morsure d'un animal de ce type-là. C'est insupportable. Vous imaginez le malheur, la responsabilité, la dépression profonde qui peut en résulter au sein de la famille. Donc il ne faut pas accepter ce type de risque-là. Deuxième chose, il faut essayer de faire en sorte que ça se passe de manière négociée, de manière raisonnable, voilà, au sein des familles. Alors peut-être en faisant appel à une personne tierce qui a la confiance et le respect de tout le monde. Bon, moi je pense quand même qu'encore aujourd'hui, dans les familles, notamment en Guadeloupe, il y a encore un sage, un ancien qui est respecté et qui peut venir dire « soyons raisonnables, voilà, regardons un petit peu ce qui est raisonnable et ce qui n'est pas ». Et puis, si ça n'existe pas, ou ça n'existe plus dans cette famille-là, ou si on n'a pas trouvé une solution consensuelle, je dirais, avec un accord raisonnable, je pense qu'il faut révéler les faits à la police ou à la gendarmerie. Vraiment, c'est trop grave, les conséquences et le risque est trop important. Est-ce qu'on peut s'attendre, dans un cas comme celui-ci, parce qu'on a compris, il y a aussi l'amour, en dehors de l'animal dangereux, il y a aussi l'amour, et on peut tout briser à cause de ça, mais en même temps, l'amour est un peu dangereux si on risque de perdre la vie, ou l'un des enfants risque de perdre la vie à cause de ça. Quand on va porter une forme de plainte comme celle-ci à la gendarmerie, leur dire, c'est mon mari, je l'aime, en même temps, il a amené dans la maison un objet dangereux qu'un animal. C'est pas une plainte dont il s'agit, c'est simplement le signalement d'un animal dangereux quelque part alors qu'il ne doit pas y être. Il ne s'agit pas de demander des comptes à son mari ou à son frère ou à son cousin, c'est pas des comptes, c'est pas une plainte contre, c'est une plainte pour empêcher qu'un animal puisse être dangereux. Et ça peut se traduire de différentes manières. Si c'est un animal qui est totalement interdit, bon, ben c'est réglé, je dirais. Effectivement, l'animal sera emmené et il sera euthanasié. Je lui dis comme c'est, parce que c'est ça qui va se passer. Si c'est un animal pour lequel l'autorisation de détention est possible, à ce moment-là, il faudra que le propriétaire prenne la mesure des choses et prenne les moyens de pouvoir posséder chez lui, en toute sécurité, un animal aussi dangereux pour lequel je conçois tout à fait qu'il puisse avoir de l'affection, parce que c'est son animal, c'est son chien, c'est quelque chose auquel il tient, quelque chose auquel il est personnellement attaché, affectivement attaché. Merci. Aussi, toutes les preuves, que ce soit par voisinage, que quelqu'un possède des animaux dangereux, par caméra cachée,
par témoignage, sous X, tout ça, la loi française prend en compte? Si on est au courant que quelqu'un est un animal dangereux, que ce soit un serpent, un chien, ou entraîne son chien à être dangereux, à tuer des chiens errants, on a une preuve comme celle-ci, elle est prise en compte? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de règle pour savoir quelle est la bonne ou la mauvaise preuve. C'est le tribunal qui appréciera le jour où ça viendra devant lui, si la preuve est suffisamment recevable, si elle est loyale, si elle donne une force probante suffisante. Mais il n'y a pas de règle pour établir des faits. Bon, maintenant, soyons quand même précis. Moi, je pense que ce n'est pas aux voisins de faire des enquêtes sur ce qui se passe à la maison d'à côté. Voilà. Et s'il y a une suspicion de fait de cette nature-là, de présence d'un chien très dangereux, de comportement d'une personne qui, avec un chien, est en train de l'entraîner au mordant, comme on évoquait tout à l'heure, je crois qu'il faut vraiment le signaler. Et il faut le signaler. Moi, je pense qu'il y a 3 types de personnes auxquelles ça peut être signalé. Ça peut être signalé à la mairie, au service de police municipale en particulier, qui a une compétence particulière pour ce type de situation. Ça peut être signalé aussi au service de secours, je pense notamment aux pompiers ou aux intervenants qui sont spécialisés dans les problèmes d'animaux, si vous voulez. Il y a des associations, la SPA, etc. Et ça peut être signalé, bien sûr, aux forces de police ou à la gendarmerie. Et vraiment, si la chose est aussi inquiétante que ce que vous décriviez tout à l'heure, je n'imagine pas que l'on ne se déplace pas pour voir ce qu'il en est vraiment. Bon, je m'excuse, je réinsiste parce que vous savez, après nos entretiens, monsieur, et surtout après les diffusions, parce que maintenant la Martinique et la Guyane vous regardent à travers vous, et je vous remercie, donc sont sensibles aux propos que vous tenez. Quelqu'un filme, que ce soit un bœuf, qui met en danger, comme je vous dis, une partie de la situation d'une voie scolaire, ou un virage dangereux, et un bœuf, son postérieur déborde, c'est-à-dire qu'autant il a mesuré la ligne, mais le postérieur du bœuf déborde, et c'est constamment comme cela. Amène ce genre de preuves, ou de chien, quelqu'un filme, quelqu'un qui s'entraîne à faire son chien agresser d'autres petits chiens, ou etc. Elle amène cette caméra avec cette bande devant à la gendarmerie. Oui. Est-ce que quand c'est une preuve qui est un fait, oui, tout à fait, la gendarmerie a obligation, au fait de la lisibilité de ce film, de se déplacer? Oui, c'est vraiment une preuve tout à fait recevable. Bien. Et si sur ce film, sur ces images, on voit des faits aussi graves, ou en tout cas cause d'un danger aussi important et immédiat que ce que je veux dire, il faut bien sûr que les forces de police et forces de gendarmerie se rendent sur place pour empêcher que ça continue. Voilà, pour arrêter ça, tout simplement. Monsieur le procureur, après des faits aussi évidents que ceux-ci, et que l'auteur vous dit « je n'avais pas conscience », qu'est-ce que vous, procureur, vous répondez face à une telle phrase, alors qu'il y a des preuves évidentes vers cette personne, depuis un moment entretenait cette situation, et vous sort la phrase facile « je n'avais pas confiance, je n'avais pas conscience de caractère dangereux, etc. » C'est possible que la personne n'ait pas conscience du caractère dangereux de cet animal, mais si c'est quelqu'un qui n'a pas conscience d'un tel caractère dangereux, c'est quelqu'un qui ne peut pas garder un animal dangereux. Voilà. Donc il y a un minimum de sanctions qui sera fait. Bien sûr, l'animal sera retiré, c'est évident, bien sûr. D'accord. Si quelqu'un nous dit avoir la preuve d'une préméditation d'usage d'un animal considéré dangereux, ou alors de quelqu'un qui a pour intention d'acquérir un animal dangereux, qu'il soit un animal sauvage ou un animal, un chien dangereux, comme vous dites, il y a des chiens qui sont interdits en France, et on vous dit, je suis au courant, il y a un animal qui doit bientôt arriver en Guadeloupe, et qui est pourtant interdit en France, Guadeloupe, Martinique, Guyane, ou quelle que soit la région de France. Quelle est votre réaction? Si on a des informations sur l'arrivée d'un animal vraiment dangereux, moi je pense qu'il faut... Sur le territoire. Bien sûr, il faut rapidement signaler ça aux services compétents. Hein. Donc c'est la police et la gendarmerie rapidement. Bon voilà. Mais parce que vous posez une question à la fois sur l'usage d'un animal et sur l'animal lui-même. Si vous voulez. C'est pour ça qu'il faut être très clair. Donc il y a des animaux dont la détention est strictement interdite. Bon, c'est les chiens de première catégorie. Donc les chiens type pitbull d'attaque, bien, avec du mordant. C'est des animaux sauvages dangereux. On évoquait tout à l'heure les lions. Enfin bon, il y a plein d'équivalents aux lions. Aussi peut-être certains serpents, certains animaux qui sont susceptibles de provoquer des blessures mortelles, ou en tout cas des blessures graves aux personnes. Bien. Et puis il y a des animaux qui sont protégés
protéger. Moi, je pense par exemple aux espèces d'oiseaux des forêts, aux espèces de singes qu'on peut avoir ici et là, aux tortues que l'on connaît bien sur nos plages, les tortues luttes, etc. Bon, voilà. Alors, si on a cours, un peu comme de la drogue, que c'est censé arriver tel jour, tel endroit, à qui l'on doit s'adresser pour être sûr que justement ça ne se fasse pas? Eh bien, c'est la police, c'est la gendarmerie, évidemment, qui sont les plus susceptibles de pouvoir intervenir dans ces conditions-là. Si, par exemple, je suis au courant que quelqu'un, on disait que ces animaux, si vous avez eu l'autorisation, vous deviez les rendre stériles. Si vous étiez déjà propriétaire de ce type d'animal, vous avez l'autorisation de détention. Ouais. Cette personne a fait des petits et il y a quelqu'un qui est propriétaire de petits et qui en vend. Donner au vendre et qui a pour intention d'aller sur un site comme de la drogue, hein, on va dire, et d'en vendre un à 2000, 3000 euros. Oui, on est au courant de ça, dans l'urgence. Vous avez parfaitement raison de comparer ça à de la drogue parce que c'est un business. C'est un business très rentable. On sait qu'il y a des chiens, des chiots en particulier, qui ont un prix absolument faramineux. Et je rappelle la règle, les chiens de première catégorie n'ont pas le droit d'exister, sauf s'ils sont nés avant 2001. Pour ceux qui sont nés avant 2001, ils doivent être stérilisés et ils n'ont pas la possibilité d'avoir des petits. Voilà. Donc, si on sait que c'est un chien de première catégorie, c'est pas facile de savoir ce que c'est qu'un chien de première catégorie. Vraiment, il faut être un vétérinaire pour pouvoir le qualifier. Puisque je vous rappelle que c'est les mêmes races, quasiment les mêmes races qui peuvent être de première ou de seconde catégorie. Première catégorie, chien d'attaque, seconde catégorie, chien de garde ou de défense. Voilà. Donc, si on sait que c'est un chien de première catégorie, eh bien, à ce moment-là, à partir du moment où il fait des chiots, c'est qu'il y a un problème et il faut le signaler. Alors, justement, un chien de cette première catégorie, donc dangereuse et interdite en France, qui porterait des petits. Quelle est, en toute logique, normalement, votre intervention? Quelqu'un est au courant que quelqu'un, justement, a réussi à faire en sorte qu'un chien dangereux, donc femelle, attend des petits. Ben c'est un signalement aux services compétents, c'est la direction des services vétérinaires, la police, la gendarmerie. D'accord. Et j'en arrive sur la fin des questions. Donc, deux personnes, comment, donc à ce niveau, tout ce qu'on a dit, on peut se plaindre à de multiples niveaux, que ce soit gendarmerie, police, et au niveau de la mairie. Si c'est quelqu'un qui avait une autorisation, quelle est l'obligation du maire quand on vous dit que cette personne, en fin de compte, fait de l'élevage? Ben, s'il fait de l'élevage... Est-ce qu'il a l'obligation, le maire? Une obligation d'intervenir. Il avait donné une autorisation, mais on lui a menti pour obtenir cette intervention. Non, mais le maire, à ce moment-là, si vous voulez, son intervention va consister à faire un compte-rendu, un rapport, en quelque sorte, qui sera transmis ensuite au service de police judiciaire, véritablement. En fait, à la brigade de gendarmerie de la commune ou au commissariat de police du quartier ou du secteur. Voilà. Donc, c'est vraiment la police nationale, la gendarmerie nationale, et puis certains fonctionnaires de services spécialisés, parce que vous savez qu'il y a des services spécialisés en matière de protection de l'environnement, de protection des animaux, les gardes-chasse, les gardes assermentés du parc national de la Guadeloupe, les agents habilités de la direction des services vétérinaires. Toutes ces personnes-là sont aussi susceptibles de pouvoir constater des infractions dans le cadre de la loi. Donc ce sont ces personnes-là qu'il faut contacter, et le maire, quand il a ce type de signalement, doit normalement retransmettre cette information aux services compétents pour pouvoir effectuer l'enquête qui s'impose. D'accord. Monsieur le procureur, face à des personnes qui vous disent que moi, c'est par rapport au stress, à la peur de l'agression, donc j'ai pleinement conscience que c'est un animal dangereux, un tueur d'hommes, donc quelle que soit cette catégorie animalière, donc en ayant toute conscience, illégalement, je possède cet animal parce que moi j'ai peur. Que ce soit j'ai peur de me faire violer ou etc. Donc j'ai cet animal. Qu'est-ce que vous répondez à cette personne qui, par peur de se faire agresser demain, brave la loi en possédant un animal en toute conscience? C'est comme quelqu'un qui brave la loi en ayant à la maison un pistolet ou un fusil. Voilà, alors c'est interdit par la loi. C'est pas compliqué, c'est interdit par la loi. S'il est contrôlé avec cette possession, cette détention ou cet usage, encore plus bien sûr, d'un animal ou d'une arme, d'un animal qui parfois d'ailleurs est déjà une arme, hein. Les chiens de première catégorie, ce sont des armes en réalité, il est susceptible d'être poursuivi par le procureur devant le tribunal correctionnel, que ce soit à Cayenne, à Fort-de-France ou ici en Guadeloupe. Encore à peine deux questions si vous me le permettez.
face à une notion de multirécidivisme. Alors, autant vous me dites qu'il y a deux manières d'entendre le mot multirécidivisme. Étant déjà condamné et personne qui de multiples fois avait déjà fait cela avant même d'être condamné. Que dit la loi? Est-ce que par exemple on peut interdire cette personne d'avoir des chiens désormais dans sa vie? Je vous laisse répondre. En tout cas pour les chiens dont la détention est réglementée, celui qui a été condamné à une peine suffisamment importante ou dont le passé laisse penser qu'il ne serait pas capable de maîtriser ou d'avoir dans les conditions réglementaires un tel animal, il ne sera pas autorisé à en avoir, puisque je vous rappelle, c'est des chiens qu'on ne peut posséder que si on est autorisé. Alors, interdit d'avoir cette catégorie de chiens, on peut lui interdire d'avoir des chiens en général? Non, cette catégorie de chiens. Non, ce qui est très réglementé, ce sont pour les chiens susceptibles d'être dangereux. Alors, c'est ceux des races qu'on évoquait tout à l'heure, Pitbull, Rottweiler, etc. Mais c'est aussi des chiens peut-être plus bâtards, d'une autre catégorie, mais qui ont été dressés ou excités, d'accord, au mordant, à l'attaque. Et à ce moment-là, on encourt, comme pour les autres chiens, une peine qui va jusqu'à 6 mois d'emprisonnement, jusqu'à 15 000 ou 30 000 euros d'amende. D'accord. Et si c'est dans un contexte d'animaux mis en situation d'être dangereux, quelqu'un qui se retrouve plusieurs fois condamné, ou alors de personnes de multiples reprises se sont plaints de lui face à des accidents, de bœufs qui traînaient, qui ont provoqué des accidents. J'exagère, mais est-ce que c'est quelqu'un qu'on peut demain interdire de l'élevage des bœufs? Non, ce ne sera pas le cas, surtout si c'est un professionnel. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il encourt le double de la peine qu'il encourait lorsqu'il a recommencé. On encourt le double, 2 fois la peine. Ce sont des peines, pour la simple divagation, ce sont des peines d'amende, par exemple, qui sont de plusieurs centaines d'euros. Eh bien, je peux vous dire que si tous les jours, le bœuf ou le cabri est en divagation, ou le chien est en divagation, tous les jours, il peut être dressé un procès-verbal. Et tous ces procès-verbaux vont s'ajouter. Et je pense quand même que quand on fait plusieurs fois l'objet d'un procès-verbal à 200 ou 250 euros, qu'on arrive à 1000, 1500, voire 2000 euros d'amende au total, ça commence à faire réfléchir et que peut-être on peut investir dans le piquet ou dans la clôture qui va bien, qui empêche l'animal de continuer à divaguer. Donc faut-il porter plainte à chaque fois? Monsieur le procureur, je voulais vous dire, disons ça aux gens, parce que je crois qu'il y a une inculturation, et si l'émission marche aussi bien, c'est que les gens réalisent ce qu'ils s'imaginaient qu'était la loi ou le système, et ce que vous nous informez qu'est, révèle des personnes qui font qu'effectivement elles sont demanderesses d'une telle émission. Aujourd'hui, à ce que vous nous dites, parce que l'habituel nous faisait croire le contraire, c'est-à-dire qu'un chien, un chat, un cabri, un bœuf, quel que soit l'animal, qui se retrouve à traverser la rue, donc, vous, en respectant le code de la rue, vous n'avez pas pu y échapper, vous avez embouti votre voiture sur ce bœuf ou ce cabri ou ce chien, en aucun cas, cette personne peut vous dire c'est à vous de lui rembourser son chien, son bœuf ou son cabri, mais ce serait légalement plus à vous à dire que ça vous a porté plainte contre cette personne. C'est ce que dit la loi? Un bœuf qui est sur la route, c'est un animal qui divague. La divagation d'animaux, surtout de cette importance-là, de cette ampleur-là, c'est une infraction pénale. C'est le propriétaire du bœuf qui est responsable. Alors, cette divagation, elle peut être le résultat d'une négligence de la part du propriétaire, et à ce moment-là, il peut être responsable même pénalement devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal de police. Ou ça peut être une divagation qui est le résultat d'un accident ou d'un incident, eh bien le propriétaire sera toujours responsable. On est toujours responsable des objets que l'on a en sa possession et qui causent un danger ou qui causent un préjudice à autrui. Il sera responsable cette fois-là physiquement, c'est-à-dire en argent, en dommages et intérêts qui peuvent être prononcés ou décidés par le tribunal de grande instance. D'accord. Donc on n'a pas à avoir peur de porter plainte si en plus cette personne ose sortir un sable, vous menacez en vous disant payez l'argent à bœuf en moins, payez l'argent à chien en moins, sinon on va partir qui casser votre yao. Vous comprenez un petit peu ce que je dis? Très bien. Et moi ce que je peux vous dire c'est que là on est encore dans une autre catégorie d'infraction, pardonnez-moi, mais les gens qui menacent pour obtenir de la part de quelqu'un d'autre qui renonce finalement à exercer un droit, eh bien c'est une infraction pénale. C'est une infraction pénale qui est sanctionnée d'au moins 2 ans d'emprisonnement selon les circonstances et la force de ces menaces ou leur réitération, c'est-à-dire le fait qu'elles aient été commises plusieurs fois. Ce sont des infractions pénales. On ne menace personne ici. Il y a la loi qui doit s'appliquer. C'est notre loi à tous. Elle doit s'appliquer sereinement. Elle doit s'appliquer normalement. Donc, comme vous le dites, si on a un téléphone qui peut prendre des photos, un appareil photo, une caméra, quand ça nous arrive,
prendre des photos, ou alors si c'est un cabri, est-ce qu'on a le droit de mettre le cabri dans son coffre pour quand on va à la gendarmerie, si on n'a pas d'appareil photo, prouver qu'effectivement ça s'est bien passé, parce que peut-être qu'à notre retour, le bœuf ou le cabri ne sera plus là? Bah, franchement, mettre le cabri dans le coffre, c'est pas une bonne idée. Bon, pour différentes raisons, mais c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que on a un propriétaire qui va dire on m'a volé mon cabri. Ah, ça me paraît quand même relativement évident. Non, moi je pense que quand il y a un cabri qui divague, la bonne réaction, c'est... Ah bah s'il est décédé, oui, il est mort. Oui. Bon, d'accord. Mais la bonne réaction, c'est de le mettre à l'écart. Bon, c'est de le mettre à l'écart, de l'empêcher, d'empêcher que ça continue cette mise en danger. Ma question, c'est il y a eu accident, donc il y a eu mort du bœuf, ou blessure du bœuf, ou mort du cabri, ou mort du chien. Ouais. Mais le temps qu'on aille à la gendarmerie, la preuve peut disparaître. S'il a compris que bon, ça peut se retourner contre lui, il va faire disparaître le bœuf, il va faire disparaître le cabri. Oui. Donc, est-ce que vous dites, à la guerre des photos, oui, mais il ne faut pas mettre le cabri mort ou le chien mort dans son coffre pour que la preuve ne disparaisse pas? Ça se discute, tout ça, ça se discute. C'est toujours évidemment très délicat. Vous voulez prendre une photo? Oui, alors la photo, bien sûr. Alors là, même, moi, je dirais que je recommande vraiment tout à fait la photo. Puis aujourd'hui, qu'on a tous des portables, ou quasiment tous, ça va être quand même pas compliqué de passer un coup de fil à la gendarmerie. Je ne dis pas qu'il faut que les gendarmes viennent systématiquement chaque fois qu'il y a un cabri qui est écrasé, mais je vous l'indique, chaque fois qu'on passe un coup de téléphone à la police ou à la gendarmerie en faisant le 17 ou en faisant le numéro de la brigade locale, cet appel est enregistré. Il est enregistré. Donc, il restera une preuve que vous avez tenté, que vous avez signalé quelque chose qui vous est arrivé de telle nature. Ce sera aussi une preuve. En 30 secondes. Dans toute cette notion d'animaux dangereux, est-ce qu'il y a une prescription ou pas? Je vous remercie. On a 30 secondes. Oui, il y a une prescription quand ce sont des mauvais traitements ou les faits les plus graves à l'égard des animaux, ou quand ce sont des possessions d'animaux que l'on n'a pas le droit de posséder, les chiens de première catégorie, deuxième catégorie quand on n'est pas autorisé, c'est 3 ans. C'est-à-dire, on peut être poursuivi 3 ans après la commission du dernier fait. D'accord. Bien. Et quand c'est les infractions les moins graves, notamment les petites divagations d'animaux, etc., c'est 1 an. Monsieur le procureur, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Dites. Les chiens, par exemple, j'ai une image en tête, si je ne m'y connais pas au niveau de nom de chien, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui les noms ne leur parlent pas spécialement, les chiens qui ont l'air courts, assez baraqués, et qu'on a tendance à voir au journal télé, comme quoi ce sont ces chiens qui agressent même les petits-enfants, etc. C'est ça. Ça, c'est quel nom, ces chiens-là? Eh bien, c'est ça. Ce sont les pitbulls, on va dire, de manière générique. Donc, vous dites qu'aujourd'hui, en France, un pitbull, actuellement, on n'a pas le droit d'en acquérir, acheter ou offert. Un pitbull qui est classé chien d'attaque. Parce qu'il y a des pitbulls qui sont classés chiens de garde ou de défense. Cela à certaines conditions. Et par exemple, à condition que son propriétaire n'ait jamais été condamné à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle avec un certain nombre d'années de prison, il peut être détenu, il peut être possédé par quelqu'un, il peut être vendu. Mais s'il est dressé à l'attaque, il ne peut pas être donné. Je dis donné. D'accord, ou vendu. Pas encore moins acheté et encore moins importé. D'accord. Alors, parmi les pitbulls, il y a une catégorie que l'on peut posséder ou faire vendre tant qu'elle n'a pas été dressée pour tuer. Et il y a une catégorie, même sans l'avoir déjà dressée, qui est interdite en France. C'est ça, tout à fait. D'accord. Qu'en court, quelqu'un qui, en ce moment, en France, vient d'acquérir dans les 2 ans où il y a un projet, quel qu'il risque cette personne, le fait d'avoir un chien de cette catégorie, interdit en France. Il encourt 6 mois d'emprisonnement. C'est quand même pas rien, et une peine d'amende qui est de l'ordre de 15 000 €. Voilà. Pour les chiens première catégorie, et pour ne pas avoir détenu dans des conditions réglementaires, c'est-à-dire sans l'avoir déclaré, sans l'avoir fait passer devant le vétérinaire, de bœufs se sont trouvés percutés par des voitures sur la route, parce que simplement ils n'étaient pas attachés ou mal surveillés. Non, par rapport au contexte, se révèle être dangereux. D'accord, effectivement, un bœuf attaché sur le bord de la route et que la chaîne s'en va, ou dans des virages étroits que l'on connaît aux Antilles, et bien un bœuf trop près attaché de la route, n'ayant peut-être pas conscience avant le premier choc de ce que peut représenter sa tête. Voilà, et effectivement, nous reviendrons sur ces cas. Alors déjà, quelques types de sanctions, classification de sanctions au niveau des auteurs ou des victimes. Qu'est-ce que l'on doit comprendre? Quelle hiérarchie que l'on peut faire déjà? Si vous voulez, on va commencer, si vous voulez, par les animaux dangereux dont on a la responsabilité.
Voilà. Et parmi ces animaux dangereux, il y en a qui sont particulièrement, dans la détention est particulièrement réglementé. Le principe de la détention. Voilà. Ce sont les chiens susceptibles d'être dangereux. C'est ce que dit la loi. Elle les appelle comme ça. En fait, c'est les chiens dits de première et de seconde catégorie, puisqu'ils sont classifiés par catégorie. La première catégorie, c'est les chiens d'attaque, qui sont dressés ou mordants, qui sont dressés pour attaquer les personnes, qui sont des armes en fait. En réalité, ce sont des armes. Et puis il y a la deuxième catégorie, ce sont des chiens de défense, de garde ou de défense, dit-on. Donc eux aussi, ils sont susceptibles bien sûr d'être agressifs, mais ils sont dressés pour empêcher que le maître ou que la propriété du maître puisse être agressée. Voilà. Eh bien, pour ces deux types de chiens, qui sont des chiens réellement dangereux, il y a des conditions très précises pour leur détention, des conditions très précises pour leur entretien et leur surveillance, des conditions très précises pour les autoriser ou pas les autoriser à pouvoir se promener sur la voie publique. D'accord. Alors déjà, bornons-nous à ces deux cas pour avoir une bonne visibilité. Vous dites chien dressé pour attaquer et chien censé être de défense. Mais est-ce que n'importe quel chien, justement, ne peut pas aussi appartenir à cette première classe qui est dressé pour attaquer? Oui, on peut dresser n'importe quel chien pour attaquer et n'importe quel chien pour se défendre. Donc il intègre cette première catégorie. Objectivement, quand c'est un Rottweiler, c'est quand même pas tout à fait la même dangerosité que quand c'est un teckel. Voilà. Donc la loi classifie certains types de chiens dans ces premières et secondes catégories et elle les différencie première ou seconde catégorie selon leur dressage. C'est les mêmes chiens, mais selon le dressage, ils sont en première ou en seconde catégorie. Très précisément, la première catégorie, c'est les chiens pour attaquer sont interdits en France aujourd'hui depuis maintenant quelques années. C'est-à-dire que ceux qui les possédaient déjà avant la loi qui est passée il y a quelques années peuvent les garder, mais ils doivent les garder dans des conditions excessivement précises. Ils doivent les faire stériliser parce qu'il n'est pas question qu'ils se reproduisent. Et ils ne peuvent les conserver et les faire se promener que s'il y a eu un contrôle vétérinaire, s'ils se trouvent évidemment avec une muselière, s'ils sont véritablement très très encadrés. Pour les secondes catégories, il y a aussi des conditions tout à fait précises, un petit peu moins rigides, et ceux-là, on peut par contre les vendre ou les acquérir. D'accord. Alors, donnons quelques noms de, je ne dirais pas de marque, mais de type de chien de défense. Dans les chiens d'attaque ou de défense, je vous dis, c'est les mêmes espèces. Donc c'est ceux qu'on connaît sous le nom générique de pitbull. Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour. Et encore merci d'accepter tous ces rendez-vous à la disposition de la population. Aujourd'hui, un thème, les animaux dangereux. Est-ce que déjà, il y a une appellation particulière d'un point de vue juridique? C'est qu'il y a une législation particulière pour les animaux, dangereux ou pas dangereux d'ailleurs, mais enfin plus particulière pour les animaux dangereux, et elle est différente selon qu'il s'agit d'animaux sauvages ou d'animaux domestiques. Et il est différente aussi s'il s'agit d'une législation qui a tendance à protéger les animaux ou à protéger les hommes de l'agression des animaux, notamment des animaux dangereux. D'accord. D'accord. Donc en fait, le dangereux peut aussi bien venir des animaux que des hommes, nous verrons aussi dans le cours de cette émission. Alors, dans votre carrière, est-ce que vous avez des cas, que ce soit en Guadeloupe, dans les autres îles, les autres régions de France, que vous avez agi comme homme de justice? Est-ce que vous avez un exemple à nous citer? Si vous voulez, les exemples les plus fréquents qu'on a, c'est quand même le problème de la divagation des chiens dangereux. Des chiens qui attaquent les personnes dans la rue, c'est vraiment un problème qui est très prégnant, qu'on connaît bien en Guadeloupe, mais la Guadeloupe, c'est pas une spécificité, je veux dire, à la Guadeloupe. Et puis il y a aussi la question de la divagation d'autres animaux. Alors des animaux qui sont soit dangereux en eux-mêmes, je pense notamment aux animaux de cirque qui peuvent s'évader, ou aux animaux dangereux, un peu exotiques, qui peuvent comme ça s'échapper, ou se retrouver dans diverses tuyauteries. Mais ça peut être aussi des animaux d'élevage, qui se trouvent en divagation, et on connaît bien ça en Guadeloupe aussi. Combien c'est des Rottweilers, ce sont des chiens qui ont... Le berger allemand, par exemple, est classé où? Non, le berger allemand ne fait pas partie de ces chiens-là, mais il est susceptible d'être dangereux quand il est dressé pour ça. D'accord. Mais a priori, si vous voulez, c'est pas un chien d'attaque ou de défense spécifiquement visé par la loi. Alors justement, tout de suite, par rapport à des catégories de chiens dont on a eu beaucoup de cas, presque à la rigueur nés pour tuer, j'appellerais même ça, je me permettrai d'appeler ça des tueurs d'hommes. Que dit la loi exactement?
Ben, si c'est ça, ce sont des chiens d'attaque. Donc la loi dit... Donc citons un nom ou deux, par exemple, de chiens nés pour tuer. Ben, c'est ça. Donc c'est les Rottweiler. J'ai une petite liste là, si vous le voulez, d'espèces. Donc des Staffordshire Terriers, des American Staffordshire, des Mastiffs, qu'on appelle encore des Boer Bulls, ou des chiens de race Tosa. Voilà. Eh bien, ces 4 ou 5 races-là, a priori, quand ils sont dressés pour l'attaque, sont des chiens dits de première catégorie. C'est un vétérinaire qui donne la catégorie, qui détermine Alors, la catégorie. déjà passer par un vétérinaire. Tout à fait. Il y a une procédure très précise pour établir la catégorie à laquelle appartient le chien. Est-ce qu'il y a une catégorie de chiens dressés ou pas qu'il est interdit de posséder en France? Oui, ce sont ceux-là, c'est les chiens de première catégorie. On ne peut pas ni les acquérir, ni les donner, ni les faire se reproduire, ni les importer. Les seuls qui ont le droit de subsister, c'est ceux qui étaient nés avant la loi, c'est une loi de 2001, qui étaient nés avant 2001, et ceux-là, en plus, doivent être stérilisés. Alors, je vais partir du principe que je ne comprends pas tout ce que vous